Alors, merci encore une fois, Roger, pour l'introduction. Merci à ton équipe pour l'organisation du premier webinaire Biomatériaux 2023. Donc, comme ça a été dit, moi, j'ai rejoint la société l'année dernière et puis c'est aussi mon premier webinaire. Donc, je suis ravi de vous accueillir tous et toutes dans ce webinaire. Alors, pour cette première partie, moi, mon plan, c'est de donner un peu une vue d'ensemble. J'ai parlé avec Roger. L'idée, c'est de la faire très interactive. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions à Alexandre. Donc, ce que je vais faire, c'est que donner une vue d'ensemble dans notre gamme biomatériaux. Et, attendez, non, attendez, juste, ouais, c'est bon? Oui, c'est bon, tu Parfait. peux Alors, continuer, Frédéric. donner juste une vue d'ensemble pour le portefeuille biomatériaux. Puis après, je vais essayer de répondre à quelques questions. Qu'est-ce que c'est la novomatrice? Quels sont les produits, les produits ou bien les solutions de comblement dentaire qu'on a? En quoi ils sont différents? Quelles sont les différences entre les membranes existantes aujourd'hui? Comment on peut choisir, selon quels critères on peut choisir les membranes ou bien les biomatériaux? Et puis, on aura à la fin une session de questions-réponses. Donc, si vous avez un feedback, des remarques, des appréhensions, n'hésitez pas à les partager avec nous en envoyant les questions à Alexandre. Donc, commençons par le commencement. On parle d'une gamme de biomatériaux. La question, est-ce qu'on en a besoin et pourquoi? Donc, nous, on est convaincus qu'un seul biomatériel ou un biomatériau universel qui va répondre aux besoins de tous les patients, qui sont par définition tous différents, toutes les indications sont différentes. Donc, une seule solution universelle qui couvre ou bien qui répond à tout le besoin n'existe pas. Est-ce que les cliniciens devront accueillir favorablement? C'est vraiment une boîte à outils. Moi, j'aime l'appeler une boîte à outils avec plusieurs produits que eux, ils peuvent après la customiser et la personnaliser par rapport au cas clinique auquel ils sont confrontés. Et donc, en se basant sur cette, je dirais, postulat, donc one size doesn't fit all, donc une seule solution ne peut pas répondre à tous les besoins, on a développé une gamme très exhaustive en se basant sur les 4 piliers, donc greffe osseuse, donc les membranes, l'hémostatique et une solution pour la génération des tissus dentaires, des tissus mous. Et donc, quand je dis une gamme exhaustive, j'entends vraiment une gamme très exhaustive. Donc, si on se compare par rapport aux leaders du marché aujourd'hui, donc les Straumann, Geistlich, Nobel, Zempi, on voit clairement qu'on est les seuls à pouvoir proposer au moins une solution par catégorie. Donc, si on parle des solutions, on peut commencer par la novomatrice et juste donner un aperçu global de comment elle est fabriquée, pourquoi elle est régénératrice. Après, Carole, elle va nous parler de son expérience dans les cas cliniques. Donc, la novomatrice, c'est une soft tissue regeneration solution. Donc, elle se positionne comme une solution, une solution alternative au tissu mou du palatin. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut avoir une réponse ou bien un recouvrement une réponse positive biologique tout en résoudant les problèmes de toute la partie collection des tissus du palatal. Et donc, question simple, donc les tissus dermiques, il y en a plusieurs, en quoi la novomatrice, elle est unique? Donc, la réponse est tout simplement, c'est le procédé de fabrication. Donc, c'est un procédé de fabrication qui est sur le marché de plus de 40 ans et qui va permettre d'éliminer toutes les immunogènes, donc toutes les parties, toutes les composants susceptibles de favoriser une réponse immunitoire, tout en gardant l'intégralité ou l'intégrité de la matrice dermique. Et donc, on va retenir le collagène, donc ce qui va donner une structure. On va garder l'élastine, donc il va donner la flexibilité. On va garder l'acide hyaluronique, le protéoglycane, fibronectine. Et puis, on va surtout décellulariser et garder toute la partie vasculature. Et donc cette combinaison de tous ces facteurs fait que la novomatrice, elle n'est pas endommagée. Donc, c'est vraiment une matrice qui ressemble, qui retient plusieurs caractéristiques du derme natif. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré qu'ils ont corrélé une réponse régénératrice au niveau du dommage pendant le procédé de fabrication. Et donc, une matrice qui n'est pas endommagée, elle va être reconnue positivement
par l'organisme hôte, donc il va chercher à l'intégrer. Donc il y aura un procédé de revascularisation, repeuplement, et finalement il y aura une régénération. Alors que si les caractéristiques en termes de composition, de constitution sont endommagées, parce qu'il va arriver, c'est que le corps il va la reconnaître comme étant un corps étranger, il va chercher à l'éliminer. Donc il y aura une fibrotic reaction, il y aura une réaction corps étranger, il y aura finalement une encapsulation et une dégradation. Et on peut voir, il y a plusieurs études qui ont été faites, et on peut voir, donc out of the box, comme on dit, donc on peut voir par histologie que la novomatrice, c'est la matrice qui ressemble le plus au derme humain natif. Donc si on prend les autres solutions, quelques solutions existantes, comme le mucoderme, le mucograft, le Puros, qui est à l'eau. Donc, on peut voir clairement que la membrane de la base a été modifiée, ou bien les collagènes, les bundles, les fibres de collagène ont été altérées, il y a une séparation ou bien une modification de la structure. Bref, on ne maintient pas la structure native du derme porcin. Et donc ça, c'était juste une vue d'hélicoptère pour la novomatrice. Si on arrive aux greffes osseuses, on a développé une gamme de greffes osseuses avec des caractéristiques complémentaires. Alors, si on commence par le premier, c'est le Minors XP, c'est une xénogreffe porcine. Et quelle est la caractéristique? L'os porcin, elle est très similaire à l'os humain en termes de structure et en termes de caractéristiques physico-chimiques. Donc, on peut le voir clairement par cette carafe FTIR, par infrarouge, on voit clairement que la composition et la constitution est très similaire. Donc, en plus de la constitution native qui est très similaire, donc le XP, il est produit par un procédé de fabrication à faible température. Donc, faible température, c'est entre 400 degrés et 600 degrés. Ce qui va nous permettre de préserver toutes les carbonate apatites. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que le carbonate apatite a une cristallinité plus faible, donc c'est beaucoup plus amorphe, beaucoup plus facile pour les cellules ostéoclastes de le remodeler, et donc il y aura un potentiel ostéoconductif et beaucoup plus d'os que si on se compare par rapport au bêta-TCP ou bien le hydroxyapatite. La troisième caractéristique, c'est la surface rugueuse qui va permettre une wettability, donc l'absorption des molécules, des cellules et aussi des molécules d'eau. Et finalement, la porosité, c'est aussi la quatrième caractéristique du XP. C'est une greffe osseuse, ce sont des granules très poreuses. Donc, ceci a deux bénéfices. Donc, ça va nous permettre d'une part de remplir plus de volume par unité de masse. Donc, par exemple, 1 gramme de XP, on va remplir 49% de plus qu'un gramme avec le BIOS. Et puis aussi, on va avoir beaucoup d'espace pour la déposition, pour la régénération osseuse. Donc la porosité, on arrive à des taux de 95% de porosité. Donc on a beaucoup plus d'espace pour la déposition de l'os. Et c'est exactement. Donc dans le titre, j'ai essayé de faire le titre qui un peu représente, qui reflète c'est quoi la différence du XP. Donc human-like, c'est similaire à l'os humain avec une porosité maximale. Et puis la deuxième xénogreffe, c'est le Minors X. Donc celle-là, elle est d'origine bovine, mais exactement le même procédé de fabrication. Donc on va retrouver les mêmes bénéfices en termes de composition aux substitutions, donc le carbonate apatite, la cristallinité faible, donc plus amorphose, donc un potentiel ostéoconductif, une surface rugueuse, aussi beaucoup plus de porosité. Par contre, la différence, c'est que le Minors X étant bovin, il va se résorber, donc il résorbe beaucoup plus, on dirait, lentement que le XP. Et ça, on l'a vu dans des études, par exemple, dans des alvéoles d'extraction après 4 mois. Si on compare le XP, le porcin, contre le X, le bovin, avec le porcin, on a plus d'os à 4 mois, mais avec le X, on a plus d'ostéoïdes et plus de residual graft. Donc, en gros, le XP, il va donner plus d'os, donc sur le early time point, comme on dit, mais le X va être un compromis entre
de l'os, mais avec une stabilité volumétrique. Et donc, c'est pour ça, dans le titre, on met le E-X, c'est un compromis entre la néoformation et la stabilité volumétrique. Et ça, il y a d'autres études qui ont confirmé cette tendance après 6 mois. On voit ici encore une fois, donc avec le bovin, on a moins d'os, mais plus de stabilité. Avec le porcin, on a plus d'os, mais beaucoup plus de résorption. Donc ici, on parle de résorption et de stabilité volumétrique. On parle d'instabilité volumétrique à court terme, mais si on veut avoir une stabilité volumétrique permanente, donc une greffe osseuse qui ne se résorbe pas du tout, là on a le séros. Donc le séros, il est aussi d'origine bovine, cancellous, mais un procédé de fabrication à très haute température. Donc on va au-delà des 1200 degrés. Et ça, donc le fait de partir aussi haut, donc ça permet de cramer, on va dire, donc burn out, donc toutes les parties carbonates, et on va garder une structure cristalline, très cristalline, formée par hydroxyapatite. Donc c'est vraiment une très cristalline, pas du tout résorbable. On a une bonne porosité, on a un potentiel osséoconductif, on a une surface rugueuse, mais surtout, on a une greffe osseuse qui ne va pas se résoudre du tout. Donc après application, on a besoin d'à peu près 6 mois pour avoir une osséo-intégration. Donc ici, par exemple, dans un exemple d'élévation du plancher synusial, après 6 mois, on a l'intégration des granules et puis après 12-15 ans, après, on va trouver toujours une stabilité volumétrique. On a des signes de résorption superficielle, mais seulement superficielle. Donc la greffe ne va pas se remodeler. Et la quatrième solution qu'on a dans la gamme, c'est le Synmax. Donc le Synmax, il est 100% synthétique et il a une résorption contrôlée. Donc l'idée, c'est de mixer ou de mélanger 40% du bêta-TCP et 60% du hydroxyapatite. Et le rationnel, c'est que le bêta-TCP, on le sait, donc c'est un produit qui est résorbable très rapidement par une voie cellulaire, donc par les ostéoclastes qui vont le dégrader dans une période de 6 à 9 mois. Et pendant ce temps-là, l'hydroxyapatite, les 60%, il va garantir une stabilité volumétrique. Donc, il y aura une stabilité volumétrique garantie par l'hydroxyapatite et plus d'espace en fonction du temps parce qu'il y aura une résorption du bêta-TCP. Et cet équilibre-là, ça va nous permettre de faire une régénération osseuse, assez d'espace, mais en même temps avoir une certaine stabilité volumétrique. Et donc, en résumé, donc 4 solutions pour les greffes osseuses. On a le XP, comme j'ai dit, c'est proche de l'humain, elle a une porosité maximale. Le X, c'est un compromis, c'est un bon compromis entre la néoformation osseuse et la stabilité volumétrique. Seros, c'est la stabilité volumétrique permanente, donc pas de résorption du tout. Et le Synmax, il est à 100% synthétique avec une résorption contrôlée cellulaire. Maintenant, le corollaire, quand on a autant de solutions, c'est d'un certain point de se perdre et de ne pas savoir choisir ou sélectionner le bon produit ou le produit adéquat pour un cas clinique. Et donc, ce que j'ai pensé utile, c'est de vraiment essayer de faire un arbre de décision en se basant en répondant à une question simple. Quelle est la caractéristique la plus importante? Donc, je suis devant un patient, devant un cas clinique. Pour ce cas clinique, quelle serait la caractéristique la plus importante pour avoir le meilleur résultat clinique? Donc, je peux dire, par exemple, pour ce cas clinique, moi, j'aimerais avoir la greffe osseuse avec le potentiel de remodelage le plus élevé. Et donc là, clairement, on est sur le XP. Mais je peux raisonner différemment. Je peux dire, la régénération osseuse n'est pas une finalité en soi, c'est juste un moyen. Moi, ce que je veux, c'est planter mes implants. Alors, quand est-ce que je peux faire une entrée? Donc, on parle d'integration time, healing time, re-entry time. Donc, si on est entre 3 et 6 mois, là, on peut s'orienter vers le XP. Et si on a des défauts plus larges qui vont nécessiter un temps de cicatrisation plus élevé, donc de 6 à 9 mois, là, on est clairement sur soit du bloc de XP ou bien avec le X, celui qui donne le meilleur compromis stabilité et régénération. Je peux dire,
moi, j'aimerais avoir la stabilité volumétrique la plus élevée. Donc là, la question, si on veut l'avoir juste à court terme, donc on peut partir avec le X. Si je veux avoir une stabilité permanente, là, je peux y aller quasiment avec le Ceros. On peut raisonner différemment. J'ai un patient qui a un historique médical, qui a une intolérance au xénogreffe. Donc là, on peut l'orienter vers le synthétique, le Synmax. J'aimerais avoir, ou j'aimerais pas prendre de risque, j'aimerais avoir la greffe osseuse la plus sécuritaire, donc prior safety. Donc on peut y aller soit sur la synthétique ou bien sur le Ceros. Donc le Ceros a été traité à 1200 degrés, donc ça élimine tout risque de transmission de maladie. On peut raisonner par rapport au choix du patient. On peut dire, voilà, moi j'ai un patient, il a des choix différents, on peut l'orienter sur synthétique. Et donc, juste en se posant des questions simples pour ce cas clinique, quelle serait la caractéristique la plus importante que je vais considérer en premier? On peut déjà avoir une réponse, un positionnement de produit qui va nous orienter vers une greffe osseuse ou bien vers l'autre. Donc, si on comprend ça, on peut basculer après sur des vrais cas cliniques, des indications, et on peut dire, typiquement, si je suis dans un cas d'élévation du plancher sinusien, donc si je suis dans une élévation du plancher sinusien ou bien dans une alvéole compromised socket, ou bien un défaut bony defect qui est large, ou bien sur une augmentation de la crête, une augmentation verticale de la crête, là, je vais avoir des temps de cicatrisation longs, et donc j'aimerais avoir quelque chose qui ne se résorbe pas très vite, et là, on part sur le X. À l'inverse, si je suis dans des alvéoles qui sont très bien préservées ou bien des défauts minimes, là, on part clairement sur quelque chose de beaucoup plus régénératrice, et là, ça serait le XP. On peut faire de immediate implant placement. Donc, si on part de immediacy, par définition, c'est qu'on a assez d'os pour avoir une stabilité primaire. Et donc là, on a mis any. Donc, ça reste vraiment la décision du clinicien de privilégier une solution ou bien une autre. J'ai des patients qui ont des considérations religieuses, éthiques ou bien diététiques. Là, le Synmax, c'est la solution. Ils ont une allergie au halo ou bien au xénon. Encore une fois, c'est le Synmax qu'il nous faut pour ce cas-là. J'ai par exemple des patients qui ont une qualité osseuse qui n'est pas idéale et donc de toute manière, moi, je ne cherche pas à régénérer parce que je sais ce que je vais régénérer ne sera pas idéal. Donc, j'aimerais le produit qui ne va pas se résorber ou bien se régénérer du tout. Ou bien, je suis dans un autre cas, je n'ai pas planifié d'implant pendant les 12 mois à venir. Donc, si on part par quelque chose de très régénératrice, donc typiquement, on va régénérer de l'os après 6 mois. Et donc, s'il n'y a pas un implant loading ou bien un implant placement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette résorption naturelle et spontanée de l'os. Donc là, on peut partir sur du Ceros, qui est typiquement stable avec une stabilité volumétrique permanente. Je suis dans la région esthétique. J'aimerais quelque chose qui va retenir, qui va donner un support au tissu mou. Donc, j'aimerais pas avoir une régénération. Ou bien, je suis en train d'utiliser de l'autogène, mais ça se résorbe très vite. J'aimerais le mélanger avec quelque chose pour contrôler la vitesse de résorption. Là, encore une fois, on peut partir sur du X. Et donc, avec ces arbres de décision, on peut donner des indications ou bien des points de départ semi-optimales aux cliniciens pour choisir une solution plutôt que l'autre. Donc ça, c'est un peu d'une manière générale les solutions en greffe osseuse. Donc pour les membranes, c'est exactement le même mindset, la même philosophie. On a plusieurs membranes, des caractéristiques complémentaires, et puis ils sont clairement destinés pour des applications bien spécifiques. Donc la première, c'est moi ce que j'appelle la membrane de tous les jours. Donc c'est une membrane d'origine porcine, donc du péritoine. Donc ça a été cross-linked, donc ça a été réticulé. Slightly, donc avec un degré de cross-linking qui est inférieur, une résorption de 3 à 4 mois. Elle a des propriétés mécaniques très intéressantes. Donc, on a beaucoup plus de stabilité mécanique, de suture pull-out. Donc, on peut la manipuler, on peut tirer, on peut suturer, ça ne se casse pas. Elle n'est pas site-specific, donc on peut l'appliquer sur les deux côtés. On peut l'utiliser soit sèche, soit hydratée, elle ne colle pas. C'est vraiment la membrane de tous les jours.
Et pour cette membrane, donc la Memlock Pliable, on a des études dans des modèles animaux qui démontrent que la Pliable, elle est plus durable que la BioGuide. Donc, on a une résorption beaucoup plus accélérée dans la BioGuide. Après 4 semaines, la BioGuide, elle est complètement dissoute, alors que la Pliable, elle est toujours existante. Donc, on a plus de 40%, presque 40% de la BioGuide, elle est toujours existante. Donc, plus durable et plus biocompatible. Donc, on a fait aussi des études d'inflammation, monitoring de l'inflammation et de la fibrose, donc les multinucleases et giant cells, et on voit qu'à 4 semaines et à 8 semaines, la Pliable, il va provoquer moins de fibrose et moins d'inflammation. La deuxième, c'est la Memlock RCM. Donc, celle-là, elle est d'origine bovine et elle est reconstituée. Reconstituée, c'est-à-dire que le collagène, il est extrait sous forme liquide et on va le réticuler de manière chimique. Donc, ce qui fait que c'est une membrane, elle est plutôt rigide. Elle a une mémoire, une shape memory, donc elle n'est pas conformable et pliable. Elle a une résorption de 6 à 9 mois et donc clairement destinée pour les applications où cette rigidité, cette barrière, donc cette fonction de barrière extended barrier function est bénéfice. Donc ici on parle pour le space maintenance dans le GPR, donc avoir une membrane rigide pour maintenir l'espace. Si on a des temps de cicatrisation plus élevés ou plus longs que les 6 mois, ou bien si on a utilisé des block grafts. Donc on a besoin d'une membrane qui est rigide, qu'on peut la suturer, la pincer, donc vraiment quelque chose qui tient bien en combinaison avec les blocs. La troisième, donc là on parle de collagène résorbable. Hein. Donc les deux, ils sont à base de collagène, ils sont résorbables, celle-là aussi, donc l'Argonaut. Elle est non cross-linked, donc c'est-à-dire qu'elle est native, et ça, c'est une caractéristique que beaucoup de chirurgiens aiment, donc ils aiment travailler avec des membranes qui n'ont pas été modifiées ou bien altérées chimiquement. Elle a un temps de résorption de 6 mois, elle a aussi des propriétés mécaniques très intéressantes, donc elle est très fine, 0,2, mais on peut avoir on peut tirer dessus, elle a on va dire une élasticité, une force qui est assez considérable par rapport à l'épaisseur et par rapport au fait qu'elle n'ait pas été renforcée chimiquement, et tout ça grâce à la structure du péricardiaque, donc ce qu'on appelle la honeycomb-like structure. Donc ça, ce sont les 3 membranes à base de collagène résorbables. Et la dernière, c'est la PermaPro, donc elle est synthétique, elle est à 100% synthétique à base de PTFE. Elle est aussi rigide, donc elle peut aussi fonctionner pour des applications space maintenance, mais surtout, elle peut être exposée. Donc, on parle de synthetic for open healing. Donc, si on n'a pas assez de tissu mou pour avoir une fermeture primaire, le PermaPro nous permet de travailler en un mode open healing. Et évidemment, étant synthétique, elle répond aussi aux demandes de patients qui ont des considérations soit diététiques ou religieuses. Donc ça c'est un peu l'arbre ou bien un scheme, un schéma, un diagramme des les 4 membranes qu'on a et quelles sont les applications. Donc le RCM, ça serait plus pour des temps de cicatrisation élevés, plus de 6 mois. Le pliable, comme j'ai dit, c'est un peu c'est un peu à 90% des cas, c'est la membrane de tous les jours. Argonaut, elle est native, donc elle est non cross-linkée, elle est stretchable, donc on peut vraiment tirer dessus. Et il a un temps de résorption de 4 à 6 et le PermaPro, elle est synthétique et elle est permanente. Et si je reviens à ce que j'ai démontré tout à l'heure, donc les greffes osseuses par rapport ou bien des greffes osseuses par indication, on peut y aller un peu, on peut ajouter une couche de plus et on va faire un peu un combo, donc une solution intégrée greffe osseuse membrane, et on peut aussi avec le même raisonnement dire que si on est dans un sinus lift ou bien un compromise socket, des temps de résorption qui sont plus ou moins élevés, donc j'aimerais y aller avec du pliable ou bien du Argonaut. Alors que si je suis dans un cas 4 wall extraction socket, des petits défauts, des défauts périodontales, la pliable fera parfaitement le travail. Donc, si je suis dans une augmentation verticale, là, j'ai besoin de quelque chose qui va durer plus, qui est plus rigide. Donc, peut-être je pars avec la RCM, peut-être même la PermaPro. Donc, si je suis dans un immediate implant placement, je peux utiliser n'importe quelle greffe osseuse et puis je peux la combiner avec la pliable.
Pour le synthétique, le Synmax, bah, on a la membrane synthétique qui va avec, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment donné, encore une fois, un arbre ou bien un point de départ, c'est ce que moi j'appelle un point de départ semi-optimal. Et puis après, selon les préférences du clinicien, selon les préférences du patient, on peut y aller sur une de ces solutions ici, ou bien on peut choisir quelque chose de différent. Et évidemment, bah, la novomatrice, c'est un produit plus transverse qui peut être utilisé avec n'importe et chacune des 5 combinaisons possibles. Voilà, alors le take-home message, juste pour le whom, le what, le who, qui on est bon, BioHorizons Kamla, comme vous le connaissez déjà, donc c'est un partenaire global qui offre pas seulement, donc qui couvre toute la chaîne d'implantologie, donc la chaîne de valeur, pas seulement les biomatériaux, mais aussi des accessoires, des implants, des services digitaux. On a développé une gamme très exhaustive donc pour permettre à nos cliniciens de personnaliser ces produits par rapport aux besoins spécifiques des patients et comment on veut arriver à ce stade-là en travaillant avec en grande proximité avec les cliniciens pour travailler, pour développer, pour disséminer du savoir scientifique, mais surtout aussi développer des éducations, des programmes d'éducation, des workshops. On a des opportunités de recherche. Donc, tout ce que j'ai montré ici, si vous êtes intéressé un peu à faire de la recherche ou bien à faire des cas avec nous, n'hésitez pas à nous contacter et aussi par la génération et la dissémination du savoir et de l'évidence scientifique. Voilà, donc je suis pile poil demi-heure. J'espère que je n'ai pas fait long. Merci beaucoup Redouane. Je pense que c'était parfait dans le timing. Avant de passer la parole à Carole Lecomte, je voulais savoir si vous aviez quelques questions à Redouane. Vous pouvez poser les questions en direct, je pense via le chatter, si je ne me trompe pas. Je vois qu'il y a déjà une question. Elle est peut-être plus pour le docteur Lecomte, mais on va la poser quand même. Que se passe-t-il si j'expose la Novomatrix? Alors ça, c'est un classique de chez les classiques. Alors, je sais pas. Alors moi, je vais parler d'un point de vue purement, on va dire, interne. Donc, BioHorizons vers le marché. Donc aujourd'hui, la Novomatrice, c'est une matrice qui doit être couverte par le lombo. C'est un submerged healing. Donc ça, c'est un peu le message officiel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aussi essayé. Il y a même une étude qui l'a exposé de manière volontaire pour voir ce qui se passe. C'est qu'on n'a pas eu d'inflammation, donc on n'a pas d'inflammation. Par contre, c'est vrai qu'on a vu des signes de résorption accélérée. Et donc, si on la laisse exposer, on ne va pas arriver à avoir autant de volume, autant d'épaisseur que si on la couvre avec le lombo. Là encore, il y a des gens qui font avec du walk-around, qui la doublent. Donc ça, c'était assez intéressant de le voir. Donc doubler, voire tripler, 3 couches. Il n'y a pas de corps nécrotique. Donc en termes de vascularisation, ça marche très bien. Par contre, il y a toujours cette résorption. Donc ça, c'est un peu un moyen d'anticiper cette résorption et d'avoir une couche beaucoup plus épaisse pour avoir un volume de tissu mou raisonnable et acceptable. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, technique. Après, Carole peut nous dire un peu entre ses mains comment ça fonctionne. Alright, merci beaucoup Redouane. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire les questions au niveau du chatter. Et comme ça, après la présentation de Carole, on va pouvoir y répondre, j'espère. Et merci encore. Carole, the stage is yours. Thank you. Bon, bonsoir à tous. Du coup, est-ce que tout le monde voit bien l'écran, tout bien? Oui, on voit ton écran, il n'y a pas de souci. Ok, alors du coup, j'ai retiré la partie, parce que les présentations sur les matrices de derme, j'en fais depuis très longtemps. Et j'avoue, j'ai retiré la partie d'exposition, etc., parce que c'est une partie qui est intéressante, mais qui demande à développer. Du coup, bravo Redouane d'avoir répondu en peu de phrases à un problème complexe. Mais c'est ce que tu as déjà fait avant sur ta présentation, c'est essayer de résumer en peu de temps quelque chose de complexe, c'est un vrai défi, donc bravo pour ça. Alors moi, je vais essayer de vraiment me focaliser, vu que l'idée c'était de faire une présentation qui soit
qui soit courte, dense, intense et clinique. J'ai essayé vraiment de… Vous allez comprendre. Alors du coup, l'idée, clairement, c'est de… À chaque fois qu'on parle de biomatériaux, il y a un souci, c'est qu'il y a tout qui pourrait paraître comparable. On pourrait avoir tendance à avoir envie de jouer avec. Et moi, je suis très, très gênée parce que les biomatériaux, c'est un peu la license to kill, c'est un peu la chose un peu trop facile à acheter pour faire un acte qu'on ne sait pas maîtriser. En fait, un biomatériau, c'est tout sauf ça. Alors, on a l'habitude de le voir au niveau de l'os avec des hystos, etc. Tous les gens qui me connaissent savent que voilà, je fais des hystos et des études depuis très longtemps. À part que nous, quand on est clinicien, ce qu'on voit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va voir des radios avant-après et ce qu'on voit au niveau de l'os, ben, c'est un peu plus clair que ce qu'on va voir au niveau de la gencive. Parce que, évidemment, dès qu'on va être au niveau de la gencive, ben, on va avoir un examen où ce qu'on va évaluer, c'est un recouvrement de collé, c'est une épaisseur, c'est une sensation globale. C'est beaucoup plus facile à objectiver qu'une cicatrisation osseuse sur une ROG. Et en plus, on est sur un problème biologique un peu plus complexe à comprendre que simplement une résorption osseuse qui, pareil, mérite d'intégrer dedans des notions, pas que de biomatériaux, mais aussi des patients et de techniques. Alors évidemment, si on prend mon historique, dans l'historique global des biomatériaux, bah, ça fait très longtemps que les matrices de derme sont apparues parce qu'il fallait bien pouvoir gérer les brûlures des patients qui auraient eu besoin de greffe de peau sans qu'on puisse faire de la croissance cellulaire. Et assez rapidement, ça a été utilisé en dentisterie et la première matrice de derme en dentisterie était l'alloderme. C'était juste dingue. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'en servir il y a à peu près 10 ans. Et clairement, c'est resté pour moi dans mes mains mon premier grand bonheur et mes premières grandes références. Voilà, mais il faut imaginer que c'est des biomatériaux qui sont énormément utilisés. Alors, vous imaginez, en 2005, alors que dès qu'on utilise un nouveau produit, c'est lent, ils étaient à 500 000 allodermes. Alors, c'est pas non plus les mêmes quantités que sur des ROG, hein, mais bon, on est sur quelque chose qui a plus de 20 ans de recul en dentisterie, et d'ailleurs, ça a roulé, c'est pas pour ça que c'est anodin. Alors, comme d'hab, il faut vraiment comprendre que nous, on est sur une zone très fragile qui est globalement moins bien vascularisée, qui n'est pas forcément facile à refermer. Et comme le disait Redouane, en fait, c'est pas censé être exposé. D'accord ? Alors, il y a plein d'études sur l'alloderme qui sont juste passionnantes, mais globalement, ça dit que c'est un peu moins prévisible que le palais, et ça dit par contre que les résultats esthétiques sont globalement meilleurs. Et souvent, notamment cette étude qui est clinique et histologique, nous a permis de comprendre plein de choses, notamment qu'en fait, que ce soit avec une matrice ou même avec le palais, le tissu qu'on allait obtenir dans la cicatrisation n'était pas en fait un tissu identique du tout aussi donneur, contrairement à ce qui était raconté. C'était un tissu tiers, un nouveau type de tissu qui est un tissu cicatriciel. Et quelque part, il suffisait de mieux regarder ce qu'on disait plutôt que de lire bêtement des bouquins qu'on ne comprenait pas et où chacun, depuis des années, répète la bêtise de celui qui a été décrite par celui d'avant. Et du coup, quand on dit, oui, mais le conjonctif du palais va indiquer une cytodifférenciation de surface parce que c'est les conjonctifs que… Si vous faites de l'épiconjonctif ou du conjonctif enfoui, vous n'aurez pas du tout le même résultat esthétiquement, mais aussi histologiquement. Et évidemment, une épithéloconjonctive va garder sa structure parce qu'il y a et l'épithélium et le conjonctif. Si vous mettez que du conjonctif, c'est un nouveau type de gencive. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est très beau, il y a une réattache, c'est extraordinaire, c'est juste dingue, mais ce n'est pas exactement le concept biologique qu'on veut bien se dire. Et moi, ce que m'a montré mon expérience en substitut de palais, c'est que globalement, un des points les plus importants entre le début et l'après, c'était la ligne de gencive kératinisée. C'est-à-dire, est-ce que ce patient-là, qui a des récessions de sac, un biotype plus ou moins fin, épais, va avoir ou pas une ligne de gencive kératinisée favorable. Vous voyez bien que cette ligne, elle est très difficile à voir à J7. Par contre, la ligne qu'on a au départ en pré-op, on va la récupérer en post-op. Et là, il n'y a pas de magie, c'est pas la matrice qui va induire une cytodifférenciation de surface. Et j'ai adoré Redouane qui nous a montré un petit peu d'histologie. Et évidemment, globalement, heureusement, on a des vrais scientifiques et des vrais chercheurs qui regardent un petit peu quel est l'aspect, après 100 microns, 0,1 mm, quel est l'aspect vu de très très près des biomatériaux qu'on peut avoir. Et globalement, c'est comme pour les greffes d'os, hein, tout le monde sait que moi j'aime l'allogreffe, mais en fait, le génie qu'on avait avec l'alloderme, on le retrouve enfin avec le Novomatrix, et comme ça a été très bien dit avant, en fait, c'est la qualité du traitement qui est importante. Donc évidemment, la sélection du tissu, la sélection du donneur et la qualité du traitement qui est décisif, parce que si le traitement est trop invasif, c'est une catastrophe, et s'il n'est pas assez efficace, c'est aussi une catastrophe. Et c'est là où on avait de l'excellence avec l'alloderme et on retrouve l'excellence avec la Novamatrix.
Alors, il y a une étude qui est un petit peu rigolote que je vous soumets de Wang. Mais en fait, ils ont comparé la mucographe et la Novomatrix. Bon, il y a plein de biais. Déjà, c'est le chien, donc ça n'a aucun rapport avec nous. C'est une étude qui a 10 semaines. Donc, 10 semaines, c'est franchement très court. Mais ce qui est marrant, c'est que en comparant du coup, et d'ailleurs j'ai rigolé parce que ça a comparé la Novomatrix, qui pour moi est déjà une référence, ça l'a comparé au mucographe, qui est juste plus ancien, mais qui n'est pas du tout une référence. Mais bon, bref, c'était utilisé comme référence. Et donc, ils ont pris du coup des canines, ils ont fait des marques, ils ont mesuré les 3 mm, ils ont fait une trace dans la dentine. Bref, ils ont fait une élongation coronaire, pour faire simple. Puis après, ils ont corrigé avec des marques en mettant soit du mucographe, soit du Novomatrix. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que très vite, il y a un matériau qui est d'un point de vue histomorphométrique très défavorable, qui va se résorber très vite. Déjà, en moins de 3 mois, enfin à peine 3 mois, on a déjà une perte de volume qui est drastique. Et alors que de l'autre côté, quand on est avec Novomatrix, on n'a pas du tout une perte. En fait, on a une colonisation du produit. Et en fait, on a du coup un biomatériau qui est bioactif, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas du tout neutre. Et c'est un biomatériau qui va servir au sens le plus littéral du terme de matrice, au sens le plus élégant pour avoir la croissance tissulaire à l'intérieur de la matrice. Ce n'est pas du tout le cas avec une mucographie. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde ce qu'on fait et depuis combien de temps, on se donne des idées. Alors, j'ai beaucoup de mal à savoir comment j'ai fait de greffe autogène. J'ai un peu moins de mal à voir comment j'en ai fait avec des matrices. Et vous voyez qu'en 13 ans, j'en ai pas fait tant que ça. Et que mon ratio greffe autogène et matrice est largement orienté vers l'autogène. Comme je vous ai dit au début, le biomatériau, ça ne doit pas être pour faire ce qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas prélever. Moi, j'ai commencé à apprendre à prélever les mentons et ramus avant de faire des régénérations osseuses guidées. Et je pense que ça donne des compétences qui sont un peu nécessaires pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'os. Et je pense qu'il est inacceptable aujourd'hui de croire qu'un substitut de gencive est là pour se substituer à la gencive. C'est juste là pour pousser l'indication, mais on va en reparler un tout petit peu après. Vous voyez que j'en ai pas utilisé qu'une matrice. De 2012 à 2014, j'ai eu le bonheur d'utiliser 28 allodermes. J'y suis allé doucement au début, puis après, j'y suis allé un peu plus. Puis malheureusement, quand je commençais à avoir vraiment confiance et du recul sur le produit, on nous l'a interdit. Bon, il n'avait jamais été vraiment autorisé, mais c'était vraiment pas clair. Après, vous voyez que pendant des années après, j'ai été plus à l'aise avec du Stratis et du Surginon, qui sont des bons produits. Après, j'ai été beaucoup moins, comme vous pouvez le voir, réactive ou sensible aux joies du Mycélis. Et par contre, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai eu un véritable shifting vers la Novomatrix, parce que clairement, le Novomatrix, je retrouve ce qu'on avait avec l'alloderme. Pour vous parler des biomatériaux de mon historique, c'était en 2009, mon premier biomat. À l'époque, j'étais early user, ça veut dire qu'on était un groupe de 20 praticiens qui avaient été choisis un petit peu survolés par Geistlich pour être en avant-première, faire les cas, comprendre, faire un retour clinique. Et à l'époque, j'avais fait 9 cas avec, et clairement, j'étais très déçu. Et globalement, je m'en servais moi surtout en complément, vous voyez, du conjonctif palatin, comme sur cette image que j'ai évidemment pas choisi au hasard. Mais comme le palais, il est en quantité limitée, quand je faisais une arcade complète à l'époque, je faisais le maximum avec le palais, surtout la zone esthétique, et sur les côtés, plutôt que de faire juste un lambeau déplacé, je rajoutais du mucographe. J'étais pas déçue, mais j'étais vraiment pas satisfaite. Et en 2012, on a eu l'alloderme, qui était vraiment une révolution. Pour moi, ça a vraiment été une révolution. Je vous montre juste l'exemple de Claire. Claire, elle a une petite vingtaine d'années, elle a des récessions qui sont vraiment pas confortables, avec quasiment plus de vestibule. Et alors à l'époque, j'avais pas l'approche patient aussi poussée qu'aujourd'hui, donc je peux pas vous dire son analyse biologique. Ce qui est sûr, c'est que je faisais des techniques de Zucchelli et on faisait des énormes greffes d'alloderme, on mettait des très grands greffons. Et ce qui est fou, en fait, c'est que malgré le fait qu'on coupait tout, qu'on suturait, la chirurgie était longue, complexe. On faisait du strapping, hein, comme c'est recommandé par certains aujourd'hui. J'ai complètement laissé tomber, mais je faisais ça déjà à l'époque. Et en fait, ça maintenait, on avait tendance à perdre les petites papilles comme en Zucchelli, mais elles repoussaient toutes seules. Après, des petites retouches au laser ou avec une fraise démontée bac noir, pas de souci, ça cicatrise très bien en quelques jours. On récupérait une esthétique qui était belle. Et ça, c'est des résultats qui étaient hyper pérennes. Pour l'anecdote, cette patiente Claire, j'ai essayé de la recontacter cette année pour faire le suivi, pour fêter les 10 ans de sa greffe. Et malheureusement, elle a changé de téléphone, elle n'habite plus là où elle habitait. Du coup, j'ai pas eu de retour. Mais j'ai un suivi à 7 ans qui va très bien. Mais voilà, je voulais vraiment avoir un suivi à 10 ans symbolique. Mais bon, voilà. Là, on avait le succès à 1 an, mais qui était tout à fait stable à 7 ans. Et évidemment, il y a eu des cas en alloderme où on a un peu poussé le bouchon, où on est allé sur des cas que j'aurais jamais osé faire avant.
Et là, en fait, vous voyez ce cas-là, par rapport à ce que je vous ai dit avant, on voit qu'il y a une gencive kératinisée, la ligne de gencive kératinisée qui est très favorable. Les récessions sont immenses, le biotype est en fait pas si pire. C'est juste quelqu'un qui a eu un gros trauma mécanique en fait dessus avec des grosses myélises et des compos, et du coup, il a remplacé le rose par du blanc. Donc, on fait du Zucchini. Aujourd'hui, je ne travaille plus comme ça, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu d'où on vient. Le résultat à 1 an et le résultat à 2 ans, c'est juste bluffant. Du coup, on n'a pas eu besoin de traiter les myélises. Et c'est juste pour moi, parmi ce qui me fait le plus plaisir. Et c'est vrai que sur ces cas-là, je vais vous montrer des ouvertures. Hein. C'est juste bluffant ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc, autant vous dire que quand j'allais de là à là en une chirurgie, quand on voit la vue, un petit peu vue mode avion de l'arcade, la vue inférieure, et quand on sait d'où on est parti, moi, c'est des traitements qui m'ont apporté énormément de satisfaction. Évidemment, comme tout le monde, tunnelisé, je suis passé au tunnelisé. Et évidemment, pareil, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de débattre et de développer là-dessus, mais j'ai un peu fait évoluer la technique tunnelisée en faisant une incision sous-papillaire et que j'ai appelée la TISP, la tunnel par incision sous-papillaire. C'est une technique que j'ai déjà un petit peu publiée, même si je l'ai fait timidement au début. J'attendais d'avoir beaucoup de recul dessus. C'est une technique où on peut couper les papiers avec une MJK, mais que la papille en fait. Et après, on va faire juste des incisions sous-papillaires qui vont évidemment jamais jusqu'à la papille. L'idée, c'est de jamais couper les papilles et de ne pas les faire casser dans la mesure du possible. Et on va tout décoller et en pleine épaisseur. Donc, il y a beaucoup de changements par rapport à tunnelisé qui est en pleine épaisseur, qui est en demi-épaisseur. Mais bon, à l'arrivée, la philosophie est globalement la même, c'est-à-dire ne pas couper la vascularisation, ne pas casser les papilles, etc. Ce qui explique sublimement bien Vincent Ranco, par exemple. Pour ça, j'ai développé des décolleurs un peu spécifiques, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Sachez, ceux qui sont intéressés, qui seront distribués par Dev, et j'ai aucun conflit d'intérêt là-dedans. C'est juste, j'ai beaucoup de bonheur de les avoir développés, et surtout de les avoir. Et puis après, on met le greffon. Du coup, ça a été développé au départ pour les matrices de derme cellulaire, quand j'ai développé cette technique. Mais maintenant, je l'adapte aussi pour les prélèvements palatins. Et du coup, on en vient bien naturellement à la Novomatrix que j'utilise maintenant depuis un peu plus de 6 mois avec un vrai bonheur. Ce que je vous disais, c'est la première fois que je retrouve un petit peu cette sérénité, cette qualité de comportement, cette qualité biologique d'intégration que j'ai connue à l'époque avec l'alloderme et que j'avais perdu. Parce que clairement, j'avais jamais trouvé un matériau qui me plaisait autant que l'alloderme. Donc, je vais vous présenter Ariel, qui est une des patientes sur lesquelles j'ai pu avoir un petit peu de recul. C'est toujours délicat quand on utilise un nouveau biomatériau, on y va toujours doucement au début, puis les cas après augmentent. Ariel, elle vient avec une situation, vous voyez, quand on la regarde comme ça, on se dit, elle a très peu de récession, très peu de problèmes gingivaux, mais en fait, si on regarde bien, vous allez voir, et vous allez mieux comprendre avec une vue occlusale, que quand on voit un patient, il ne faut pas le voir de face, il faut le voir en 3D, avec un véritable biotype, et que là, c'était l'opportunité de faire que du sectoriel qu'on aurait pu faire avec le palais, pour avoir une approche un petit peu plus globale. Donc, on fait une préparation de toutes les surfaces exposées dentinaires. Donc, on les traite ultrasons, aéropolissage. Et après, c'est soit laser erbium, qui est un petit peu mon chouchou, soit on va utiliser de l'EDTA avec du Pref gel. Une fois que les surfaces sont prêtes, on va pouvoir faire la technique donc, du tunnel par incision sous-papillaire. Vous voyez qu'il n'y a aucune papille qui a été coupée, il y a peu de sutures complexes. Évidemment, pareil, je ne peux pas détailler ce soir, voilà, ça va être d'autres cours ou de chirurgie live, mais ça permet de comprendre qu'avec des techniques aujourd'hui de suture qui vont préserver la vascularisation, pas faire de point d'ischémie, etc., on arrive à tout repositionner coronairement et à être stable. À une semaine, la patiente n'a quasiment jamais brossé, on voit la plaque dentaire tout simplement dessus, qui n'est pas du tout gênante et qui ne fait jamais de surinfection. Évidemment, les tissus à J7 sont toujours très turgescents. Et en fait, au bout d'1 mois, on a trouvé un aspect qui est quasiment normal. On a une intégration fibromuqueuse qui est vraiment satisfaisante. Il y a 3 mois, on est déjà dans la maturation tissulaire. Et à 3 mois, on va lui refaire un petit détartrage et aéropolissage qui a été fait juste après la photo. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la qualité de transformation du biotype. C'est pas de face qu'on voit le mieux, c'est qu'on voit de dessous. Et c'est pas tellement au maxillaire que c'est le plus bluffant, en général, c'est à la mandibule. Et à la mandibule, on va se rendre compte que même à 3 mois, on a considérablement changé cette protection parce qu'on n'avait que des dents qui étaient que des racines en déhiscence post-ortho. Et malheureusement, si on ne fait rien là-dessus, on sait très bien comment l'évolution est défavorable, alors que là, on a réussi à avoir un gain qui est très beau. Et si à 3 mois, on n'a pas de signe de remaniement majeur, si à 3 mois, on a cette intégration, on a ce gain, on a cette harmonie, cette ratage gingivale qui est bonne, on est plutôt dans le vert, hein, on n'est vraiment pas inquiet. Si on compare le avant-après à la même échelle, sans retouche, sans rien, je pense que le résultat parle de lui-même. Comme je vous le disais, de face, ça donne une information, mais la vue de 3/4 sup, c'est vraiment la vue pour moi qui est essentielle dans ces régénérations. Là où tout le monde est focalisé sur la hauteur du collet, moi je vais être focalisé sur la protection de mon os alvéolaire. Et pour moi, ça c'est franchement important. Évidemment, si on regarde la vue latérale avant, après, je pense que là, il n'y a pas photo.
Et le fait de faire ces techniques sans couper une seule papille, sans aucune cicatrice, avec en fait très peu de risques, en une chirurgie, on a pu améliorer le biotype de 6 à 6. Alors là, Roger il en parlerait plus que moi. Depuis le début, je le tanne pour qu'on fasse évoluer les dimensions de la matrice. Les dimensions étaient calquées au départ sur des dimensions idiotes de membrane de régénération osseuse guidée. Bon, il est temps de passer à une étape où on accepte que c'est pour faire des régénérations de gencives et que les volumes de gencives, c'est 12 mm de haut parce que c'est ce qui permet d'avoir le maximum de protection de ce mur vestibulaire et d'avoir des longueurs très grandes, en fait, qui permettent d'aller idéalement de 7 à 7 inclus. Et c'est franchement là où il y a l'intérêt de ces matrices de derme. Du coup, évidemment, quand on a un sourire gingival, c'est très important de ne pas se rater et de ne pas avoir de marque. Donc, il faut comprendre que toutes ces approches biologiques sont basées sur la reconstruction via la matrice. Quand on parle du biomatériau osseux, ce sera la matrice minérale. Quand on parle de biomatériau gingival, c'est la matrice de protéoglycane, qui n'est évidemment pas que le collagène. Ça, c'est une image de surgiment, mais qui est tellement belle que je suis obligé de la montrer à chaque fois. C'est The Tree of Life, ce qu'ils appellent, c'est qu'on voit la vascularisation pénétrer et grandir à l'intérieur de la matrice. Et on comprend pourquoi. Forcément, si on l'expose, elle est très fragile, mais même quand on l'expose et qu'elle est suffisamment épaisse, elle va venir être colonisée dans la mesure où la colonisation va plus vite que la résorption. Et c'est là où on fait une guerre qui est un peu compliquée. Et nous, en gencive, on est limité dans les dimensions des biomatériaux parce que si on mettait des matériaux trop épais ou trop rigides, on augmenterait des risques de réexposition de nécrose de surface. Donc, il ne faut vraiment pas trop jouer avec ça. Alors, j'ai utilisé plein de biomatériaux, je vous disais, et évidemment, ici, il y a un matériau qui est hétérogène, c'est l'autogène. Il y a des palais qui sont très gras, très mous, très fins, très petits, avec des arcades très difficiles à prélever. Il y a des palais qui sont magnifiques, très grands, très fibreux, notamment quand on a déjà prélevé, qu'on y retourne. Et globalement, le palais, il vaut entre 17 et 20 sur 20. Évidemment que la plupart des palais sont très favorables. Le problème, c'est qu'ils sont en quantité très limitée et que l'intérêt des matrices va venir là. Et là, mais je vous dis, pour en avoir utilisé beaucoup, celle que je trouvais la plus proche d'un palais correct, c'était l'alloderme. Après, ils sont venus Stratis Surgimen et j'ai enfin une matrice qui se rapproche de ça. Bon, c'était très personnel, évidemment. Dans le temps, on commence à vieillir, malheureusement, ou de façon de bonheur, de façon qui est variable d'un patient à l'autre, tout comme on a tous eu des régénérations osseuses guidées avec des résorptions, et tout comme on a tous eu des régénérations osseuses guidées avec 0 remaniement, et on sait que ça dépend de nombreux facteurs. Donc là, évidemment, pareil, je suis une consultation qui dure 2 jours, je ne vais pas faire la bêtise d'essayer de caricaturer ça en 3 secondes, mais comprenons que les facteurs sont complexes, dépendent des biomatériaux et du patient et de la technique. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est juste de partir de quelques cas où là, j'avais fait une réintervention pour faire un sinus lift. Vous voyez que 13 mois après l'alloderme, on a ce tissu cicatriciel qui est totalement intégré et on retrouve le volume de la membrane tout à fait inchangé. J'insiste, on retrouve au maxillaire le volume de la membrane alloderme inchangé. Ça, c'est une réintervention sur du surgiment de 2 mm, mais quand je fais la réintervention, je n'ai plus que 1 mm. Donc là, je ne peux pas dire que le volume est inchangé. J'ai perdu la moitié de l'épaisseur. Ça veut dire que ma période surgiminde a commencé à 1 mm, qu'on a plissé, qu'on courbé. Après, ça a été du 2 mm qu'on mettait à plat, on n'avait même plus besoin de le suturer. Après, ça a été du 2 mm qu'on a suturé, stabilisé. Et on se rendait compte que ça allait se résorber toujours. Au maxillaire, il en restait quasiment toujours assez. Les résultats étaient globalement très satisfaisants. À la mandibule, l'insatisfaction était assez récurrente et c'était plutôt désagréable et stressant. Donc globalement, évidemment, vous me connaissez, je fais des histologies, j'ai fait de l'analyse. Donc globalement, on retrouve une fibromuqueuse en fait avec une zone cicatricielle qui est un tissu cicatrice et ça correspond aux études dont la magnifique étude de 2020 que je vous ai, de 2000 tout court et de 2002 que je vous avais présenté en début de présentation. Mais évidemment, si on doit parler un tout petit peu de littérature, il y a une étude qui vient de sortir puisqu'elle est sortie le mois dernier. Et cette étude, qui est sous l'égide de Allen et Scullion, qui sont juste les 2 références absolues en la matière, mais en fait, j'ai le bonheur de vous la présenter. Je pense que pas grand monde l'a vue. Donc, pour faire simple, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est pas regarder le résumé, parce qu'évidemment, le résumé, il dit c'est magnifique, c'est beau, et c'est juste un case report sur 3 cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette histologie de Novomatrix, où on voit vraiment qu'on retrouve le même type d'histologie que sur du derme humain. J'insiste, c'est très essentiel, et ça, c'est la qualité du traitement. La deuxième chose qu'on retrouve, c'est de voir dans le détail de l'article les techniques de gencive qu'il a faites. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont fait 3 cas, et 3 cas avec 3 techniques différentes, 3 indications différentes et un suivi sympa. Alors ça m'a fait rigoler de voir que lui, il continue à strapper les patients. Sans vous dire que moi, ça, je l'ai fait jusqu'en 2013, et ça fait donc une dizaine d'années que je ne le fais plus.
Parce que si la dissection est bonne, il n'y a aucun intérêt. À part que sur cette technique comme il disait là, je ne pense pas qu'il ait la plus grande des insertions du monde, et ça le rassure de se trapper. Si ça le rassure, il le fait, il a tout à fait le droit. Et ce qui est sympa par contre, c'est de voir le résultat à 3 mois et à 3 ans, qui est magnifique, qui est extrêmement stable. Et c'est ce signe-là que je vous incite à voir. Alors, il n'a pas montré à J7, c'est dommage, mais il faut vraiment comprendre que c'est ce qui se passe entre 3 et 6 mois qui va nous montrer si c'est intégré ou pas réellement. Et c'est pour ça qu'après, quand je vous montre ma réintervention à 13 mois, si ça a marché à 13 mois, en vrai, c'est comme de l'os. Si le volume d'os n'a pas changé, après, c'est la biologie du patient qui va jouer. S'ils ont réussi à faire des résorptions osseuses, il y en a, ils résorberont du pariétal. On ne peut pas tout empêcher. Et s'ils arrivent à faire des récessions gingivales sur des biotypes épais, ils vont réussir à refaire parce que c'est complexe. Il y a la position de la racine, il y a l'épaisseur de l'os, il y a plein de choses. Si c'était que la muqueuse au départ était géniale avant d'avoir des récessions. Mais vous voyez ce cas-là, mais lui, là, il n'a pas remonté. Il n'y a pas la couche de gencive kératinisée dont je vous parlais tout à l'heure. Mais vous voyez, quand il n'y a pas ce petit liseré de gencive kératinisée, la qualité de résultat est super défaisante. Et bien pour moi, ça, c'est une contre-indication à la matrice de derme. Là, vous avez devant vous un résultat qui, pour moi, est décevant et qui, pour moi, aurait dû être fait avec du palais. Et vous avez la dernière indication où là, par contre, ce qu'il va faire, une petite astuce que vous allez tous voir en haut à droite, c'est qu'il a fait une rotation de la papille, de la zone interpapillaire entre 41 et 42 pour avoir ce petit bandeau de gencive kératinisée. Et c'est pour ça que ce cas-là, qui pourtant est plus gros que le cas numéro 2, est plus beau à l'arrivée. Ça, on l'a aussi tous vécu à Roger, où des cas plus gros sont mieux traités et du coup vont apporter un résultat plus favorable. Dans tous les cas, très stable. Et 3 ans, pour moi, après, on n'évalue que le vieillissement du patient. Alors, je vais vous montrer plein de petits cas à moi, mais pour faire vite. Mais alors, vous voyez, je les ai pris un petit peu comme ça. Ça, c'est un cas sur Gimande à 12 mois avec du 2 mm. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que le résultat est très beau, mais beaucoup plus stable au maxillaire qu'à la mandibule. Par contre, clairement, on a une énorme amélioration. Et en une chirurgie, on a gagné 28 dents en amélioration, en épaississant pas uniquement le niveau décollé, mais toute la hauteur de la partie de la table alvéolaire. Encore un autre cas, ça c'est un de mes cas les plus décevants. Du coup, je voulais vraiment vous montrer un cas pas rigolo sur une patiente qui est ultra stressée, ultra dysfonctionnelle. Donc forcément, on retombe des facteurs de risque de dingue avec un brossage qui est catastrophique. Donc là, la photo, elle a été faite après détartrage parce qu'autant vous dire que c'était pas joli avant. Et bon, c'est les personnes ont envie de mourir. En attendant, on a énormément amélioré, on a bien épaissi, on lui fait la morale. Après, malheureusement, vous savez tous que dans un service d'oncologie de cancer du poumon, il y en a qui fument dans la cour. C'est pas simple. Et voilà. Encore une autre patiente, un cas assez classique qui avait des échecs de greffe. Donc en bas, vous ayez une ancienne greffe épithélo-conjonctive palatine. Elle a déjà été opérée 3 fois, elle ne supportait plus qu'on touche à son palais. Clairement, c'est des récessions, quand elles sont comme ça, qu'on peut traiter ou au palais ou en matrice. Là, je sais que j'aurai un résultat bien meilleur en ovomatrice. À l'époque, je n'avais pas encore. Là, vous avez un suivi à 9 mois. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une bonne amélioration, mais à la mandibule, c'est pas fabuleux. Mais suivant les dents, il y a des dents où c'est extraordinaire, des dents où c'est décevant, la canine très décevante, alors qu'il y avait un antécédent de greffe épithélo-conjonctive palatine, alors que sur les prémolaires, on a une énorme amélioration. Et dans tous les cas, la canine maxillaire va bien mieux, et c'est surtout l'épaisseur sur le centimètre de table vestibulaire. Ça, c'est le cas que j'adore montrer, c'est le cas que j'ai mis sur mon site internet, c'est mon cas standard, parce qu'il est ni beau ni moche, et c'est quand même une grande amélioration, mais avec un résultat pas parfait. Et ça, c'est un super exemple, parce que au moins, c'est un exemple qui est rationnel, et qui, on ne monte pas sur la marchandise, on ne monte pas son plus beau cas, et on ne monte pas du tout un échec, c'est quand même un cas qui reste très beau. Et le même patient à la mandibule, la même réponse qu'en haut, on a une bonne amélioration, on a un beau suivi, à 12 mois c'est stable, mais forcément, entre le résultat à 15 jours où c'était juste dingue, et le résultat à 6 mois qui est le même qu'à 12 mois, et forcément, à 6 mois, il y a une petite déception par rapport au résultat qu'on a à 15 jours, qui est un résultat qui est overpulpé, en fait. Et puis, il y a des techniques, ces techniques de tunnel par incidence papillaire, elles permettent d'opérer des patients bimaxillaires et de les opérer même quand il y a des bagues. Ça, c'est fabuleux parce que du coup, on va pouvoir glisser, on opère qu'au niveau alvéolaire et ça permet d'opérer la patiente avant qu'elle finisse l'orthodontie. Vous voyez que là, le résultat, par contre, est vraiment très beau dans ce cas-là. Et là, vous voyez un cas de novomatrice qui était plutôt tricky, un cas très difficile parce qu'on a un biotype qui est ultra défavorable à la mandibule. On n'a aucune zone de gencive kératinisée. Et là, vous voyez où c'est très défavorable, il y avait la novomatrix exposée. Et là où il y a eu la novomatrix exposée, et il n'y a pas du tout de fibromuqueuse correcte de gencive kératinisée,
on a un résultat qui est un peu décevant. Par contre, globalement, on a une amélioration qui est exceptionnelle. On a une intégration qui est parfaite, il y a zéro inflammation, une stabilité qui est meilleure qu'avec les 2 mm que j'avais avant. Mais vraiment, la stabilité est bien meilleure. Et la colonisation cellulaire à travers le matériau est plus rapide. Donc, on va avoir une réadhésion gingivale qui est plus rapide. Puis, vous voyez que ça a corrigé le côté un peu dysesthétique qu'on avait vu au niveau de la 21 et qu'il n'y a eu qu'une correction gingivale. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de retouche par du composite. Et encore une fois, ce n'est pas les vues de face qui donnent la plus belle des informations, c'est la vue de 3/4 sup qui permet de voir qu'on a récupéré un vestibule, qu'on a récupéré un volume qui protège cette zone vestibulaire. Là, on voit l'épaisseur, là, on voit la qualité. Il n'y a pas que la hauteur de recouvrement du collet qui compte, bien loin de là. Ça, c'est esthétique, mais il y a la notion biologique qui, pour moi, l'emporte. Et vous voyez qu'en fait, il y a des petits cas, ça c'est un dernier cas, et celui-là je l'aime bien parce que je crois que si je ne m'abuse, qui a été fait par mon collaborateur Alexandre, et je suis très fier de lui parce qu'en fait, il a bien intégré ses traitements, et on se rend compte que c'est pas le plus opérateur dépendant du monde. Ça veut dire que quand le praticien il a bien compris les techniques, ah non, celui-là c'est moi qui l'ai fait. Mais en fait, c'est très reproductible. Et je vous demande ce clin d'œil, je le revois demain. Donc, j'ai pas pu le faire venir aujourd'hui. On a voulu, il pouvait pas venir et s'excuser. Mais pour vous dire que je suis tellement heureuse de cette matrice que j'ai même osé la greffer en linguale des incisives. Et vous voyez qu'à 15 jours, c'est déjà beau. Alors évidemment, ça a explosé. Évidemment, c'est un peu moins bien que le palais, mais là, je lui ai fait un bimaxillaire. Et il a été greffé à l'extérieur partout, sauf greffé à l'intérieur au niveau des mandibules. Donc c'est ce patient-là, et vous voyez que les mandibules étaient très rentrées à l'intérieur, avec les racines qui ressortent. Et du coup, il a été greffé à l'extérieur, sauf au niveau des incisives. Promis, je vous partagerai la suite. Et ça, c'est une patiente un peu spéciale, puisqu'elle a eu des complications sur le mécélis, qui était une membrane qui était trop rigide, un peu trop épaisse, qui augmente le risque d'exposition. C'est quelque chose que je pressentais. Et du coup, voilà, j'aurais juste fait 2 cas dans ma vie avec du mécélis. C'est pas du tout une mauvaise membrane, mais c'est une membrane à risque et c'est une membrane qui, sur les biotypes fins, ne doit pas être utilisée. Et malheureusement, on nous perd surtout les biotypes fins. Après, elle sera bien sur les crêtes. Il y a forcément des indications où elle est bien, comme il y a bien des indications où bio, ça son intérêt. Mais ça reste pas la norme. Et là, vous voyez bien en fait que j'ai pu la rattraper avec de la Novomatrix. Avec la Novomatrix, on a une amélioration qui est énorme. Et ce que je trouve fabuleux chez elle, et je ne sais pas l'expliquer, c'est comment elle a fait pour me faire de la gencive kératinisée au niveau de la 41. Très honnêtement, je n'ai pas la réponse. Alors probablement que quand j'ai tout soulevé au niveau des tissus, comme j'avais déjà eu du mycélis, qu'on avait déjà amélioré, qu'on n'est pas parti de zéro, parce que c'était un cas extrêmement difficile avec des restrictions extrêmement majeures sur un biotype qui était ultra fin. C'était vraiment un cas très difficile. Mais elle, c'était l'option de faire avec le palais en 5 fois ou de faire avec la matrice. Alors, elle aurait eu la matrice en 2 fois, mais c'est quand même assez fabuleux. Et encore une fois, vous voyez qu'on a une amélioration énorme, même au niveau des molaires, alors que c'est un site qui est très délicat, surtout dans l'amélioration par rapport à ça. Et encore, voilà, je vais terminer cette présentation de cas par Ariel, qui pour moi représente vraiment l'indication et le type de résultat qu'on peut attendre. Mais retenez bien que dans le secteur antérieur, cosmétique, sur ces récessions-là, avec des biotypes fins, tant qu'on peut faire avec le palais, on fait avec le palais. Donc, pour moi, les matrices de derme ne sont pas indiquées sur les reconstructions de petites étendues. Ce n'est pas indiqué. Quand on peut faire un prélèvement palatin qui prend 2 minutes 30 et qui, 9 fois sur 10, mérite un 8 ou un 9 sur 10. Mais par contre, c'est extraordinaire pour booster les biotypes. Donc, secteur antérieur, le wall, pour moi, c'est du palais. Quand ça doit être exposé, le conjonctif palatin supporte sublimement bien l'exposition. Par contre, tous les autres cas, tous ces cas d'arcade complexe, ces cas complexes, bah, du coup, pour moi, maintenant, c'est clairement en première intention la matrice, quitte à compléter, faire des retouches avec le palais dans une deuxième intention. Et aujourd'hui, dans la même mesure, il est pour moi déraisonnable de couper toutes les papilles quand, avec la technique d'incision sous-papillaire, on a simplifié toutes les problématiques de la technique tunnelisée. La technique tunnelisée traditionnelle est très dure, elle est quasiment pas possible de façon raisonnable sans couper de papilles avec la technique tunnelisée traditionnelle, et l'incision sous-papillaire change complètement la donne. Et ça, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui a 20 ans, qui avait des récessions partout, qui était anorexique quand elle était enfant, qui avait des dents magnifiques et qui a fait un traitement orthodontique dans un contexte biologique un peu défavorable. Du coup, on avait le combo gagnant. Et donc, vous voyez J0, et ça, c'est à 15 jours. Donc, forcément, pouvoir opérer ces personnes en une chirurgie avec une morbidité la plus faible possible, avec des techniques de suture qui restent suffisamment acceptables et un résultat qui est extrêmement prévisible, pour moi, c'est un vrai bonheur. Je vous remercie énormément de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue.
Merci beaucoup, Carole. Merci pour cette très, très belle présentation. J'ai appris deux choses. La gencive kératinisée, c'est une première, effectivement. Et puis la deuxième, le fait est de la greffer côté lingual, c'est la première fois que je la vois aussi. Mais en tous les cas, très, très belle présentation. Merci beaucoup. Je vais voir s'il y a, je pense qu'il y a eu pas mal de questions. Oui, Roger, il y en a. Si tu veux, je peux commencer à poser les questions. Oui, s'il te plaît, Manal, Alors, je vais commencer par les premières questions. Donc, a-t-elle un intérêt dans les cas de périimplantite? Ah, alors désolé, j'ai rien entendu, ça a coupé. Je sais pas si ça a coupé que chez nous ou pas. Donc, a-t-elle un intérêt dans les cas de périimplantite? Hop, 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 hop. Alors, on part d'un truc hyper carré et direct, on va dans le plus freestyle de la planète. Je pense qu'il faut justement arrêter d'être déraisonnable. Et c'est ce qui a nuit au départ aux matériaux de régénération osseuse guidée. C'est parce qu'au départ, on n'avait plus besoin de prélever le menton et le ramus qu'on a commencé à faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Ces matrices sont extraordinaires. Ça n'est pas du palais. Quand tu fais une extraction implantation immédiate, la petite pichenette de gencive à mettre au niveau du collet de l'implant, c'est du palais. Tu as une périimplantite, déjà, il faut comprendre la cause. La périimplantite, ça ne veut rien dire. Ça peut être biologique, ça peut être prothétique, ça peut être à cause d'un état de surface à la con qui aurait été fait par anodisation. Il y a plein de choses. Donc, périimplantite ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est quelle est la cause de la périimplantite. Est-ce que la périimplantite est causée par un volume de tissu trop faible avec pas assez d'os et pas assez de gencives? Et là, je viens rentrer dans le début de la conversation. Du coup, si on peut corriger, oui, on va corriger. On va corriger l'os avec de l'os, la gencive avec la gencive. Et ce qu'on va rajouter au-dessus de l'os sur une régénération osseuse, si c'est en un temps, si c'est localisé, ça sera du palais, à mon sens. J'ai répondu? Très bien, merci. Question suivante. Peut-on superposer une membrane et la Novomatrix? Mais pourquoi tout le monde veut faire n'importe quoi? Les amis, les amis, ne faites pas. En fait, on sait très bien que, par exemple, si vous avez une communication bucco-sinusienne, vous faites une dissection, vous avez soulevé la muqueuse du sinus, vous faites la reconstruction osseuse, votre gencive, elle a une vraie communication bucco-sinusienne, il y a un trou dedans, mais là, on va faire même plutôt une greffe pédiculée. C'est-à-dire qu'il y a même des indications, on ne va même pas faire une greffe libre. Du coup, mettre une matrice qui n'est pas vascularisée les premiers jours, oui, si on n'a aucun risque d'exposition et qu'on peut élever la chose. Après, Sculéane, aujourd'hui, et je n'ai pas son expérience, pense qu'elle peut se substituer à la membrane. Ça veut dire que si vous faites une ROG et que vous voulez gagner vraiment en gencive, pour Sculéane, je parle en son nom, vous pouvez utiliser la Novomatrix à la place de la membrane collagène habituelle. Moi, perso, j'ai beaucoup de mal à changer des protocoles parce que j'ai 49 ans, que je suis prévisible, j'ai peu de complications et je veux peu d'emmerdes en vrai. C'est-à-dire que je veux être prévisible. Et même en faisant tout ça, on a 2% d'emmerdes. Du coup, est-ce que c'est malin de faire un millefeuille d'études? Ça peut marcher. Ça serait intéressant qu'il y ait un peu d'études avant de s'amuser à tester. Et ça serait intéressant d'attendre que Sculéane ait fini son travail. Mais je pense que son travail est très intéressant. Et Sculéane est pour moi quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect. Et du coup, quand il fait quelque chose, ça a tendance à me rassurer. Très bien, merci Carole. Question suivante. Alors, c'est peut-être pour Edouane, du coup. Quel est l'article qui explique que la Novomatrix ne doit pas être exposée? Edouane, tu es toujours avec nous? Et puis, il a le micro qui est coupé. Bon. Là. Ah, le voilà. Il n'a pas entendu la question, peut-être? Oui, j'ai entendu la question, mais j'ai été coupé. Donc, il y a l'organisateur qui m'a coupé le micro. Alors, juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant, en effet, on est en train de travailler, un peu pour rebondir sur ce que Carole disait tout à l'heure, on est en train de travailler sur le deuxième volume du casebook où on a défini les thématiques. Et une des thématiques, ça serait toute la partie ROG en utilisant la Novomatrix comme
membrane avec une augmentation simultanée des tissus mous alentour des implants. Et c'est vrai que des cas qui viennent de Scoolian, c'est un peu dans le lead pour ces applications-là. Donc, utiliser la membrane ou la Novomatrice, pas comme membrane, comme matrice acellulaire dermique, mais qui va offrir aussi une fonction de barrière raisonnable et acceptable. Maintenant, pourquoi ne pas l'exposer? Alors, il n'y a pas un article, on n'a pas une étude clinique qui compare submerged healing ou bien surface versus enfoui, mais on a des signes, on a des cases qui démontrent que si la novomatrice utilisée n'est pas couverte par le lombo, on n'a pas le volume, on n'a pas l'épaisseur, on n'a pas le résultat clinique ou le outcome clinique et esthétique attendu. Donc, on a des cases. Oui. Si je peux compléter un tout petit peu, moi j'ai un cas d'un patient qui a eu un gros accident de la route chez qui j'étais obligé d'exposer de la surgiminde, chez qui j'ai un résultat qui est magnifique et surprenant, mais c'est des case reports, ça veut dire un cas joli vaut pas règle. Et j'ai le contre-exemple d'une chanteuse qui refusait qu'on touche au palais, parce que chanteuse et que son oncle, qui était dentiste, lui avait dit que j'avais des très belles matrices et que ça marchait très bien. Et du coup, j'avais exposé de la surgiminde. Et le résultat était beaucoup moins beau qu'avec le palais, même si le résultat était tout à fait bon et acceptable. Le dernier Alors, on a aussi des cas. Ouais. Le dernier point, c'est que pour avoir été early users de Mucograft, le Mucograft en enfoui, conjonctif enfoui, ça sert à rien, ça se résorbe. On vient 6 mois après, il reste 0. Par contre, étrangement, et je ne sais pas l'expliquer, les cas où on fait de la demi-épaisseur et on met du mucograft en surface, là, ça marche bien. C'est-à-dire qu'on va avoir une amélioration. Demain, vous ne voulez pas faire une épithélo-conjonctive pour X raisons. Vous faites l'approfondissement vestibulaire, vous mettez en surface du mucograft, vous aurez à l'arrivée un tissu qui sera un peu mieux, un peu plus beau que si vous avez fait juste un approfondissement vestibulaire. Et je n'ai pas la raison. Ok, merci. Question suivante. Donc, il n'y en a plus que 2, je vous rassure. Quel est le rendu en termes de mimétisme de teinte et de texture avec la gencive avoisinante? Je pense que mes photos parlaient d'elles-mêmes, en fait. Oui, c'est je ce qui pense. porte le plus haut niveau d'intégration tissulaire au niveau esthétique. Et ça, toutes les études globalement, même celles qui critiquent les matrices, même les matrices pas top d'ailleurs, permettent d'obtenir en général une intégration esthétique supérieure. Il y a moins l'aléa d'un palais qui va pas forcément être toujours de la même épaisseur, qui va pas forcément s'intégrer partout pareil, plus ou moins gras, qui est pas forcément assez grand. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre des matrices qui ont la bonne taille, on va pouvoir les répartir comme il faut. Et du coup, comme c'est complètement enfoui, surtout dès qu'on va travailler, j'insiste, mais en tunnelisé et surtout en tunnel par incidence papillaire, qui pour moi est la technique de référence qui devrait être utilisée avec ces matrices. C'est pas parce que c'est moi qui les définis, c'est pas parce que je l'ai trouvé un beau matin, mais c'est parce que clairement, c'est ce qui marche le mieux. L'intégration esthétique est parfaite avec ça. Super, merci Carole. Une autre question. Quid de l'association Novomatrix plus APRF pour son effet anti-inflammatoire? Ouais, alors c'est un gros débat. Moi, j'utilise pas tout ce qui est A, I, E, Z, P, Q, R, N, PRF, mais il y a Sculian qui utilise le LPRF. Et Sculian est persuadé que l'association du LPRF Novomatrix est favorable. Moi, je suis persuadé qu'il ne faut pas faire d'ischémie péropératoire. Du coup, moi, j'utilise de l'adrénaline 1/200 millième ou de la sans-adrénaline en complément, c'est-à-dire chez les anesthésies périphériques qui sont peu ischémiantes, parce que je pense qu'on devrait aussi, dans les facteurs de succès et de complications, parler des ischémies péropératoires liées à un usage excessif de quantité d'anesthésie avec des concentrations d'adrénaline trop élevées. Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que si on arrête d'abîmer les tissus, on aura moins besoin de chercher à trouver comment mieux les réparer. Voilà. Donc, je suis contre l'ischémie. Utilisez de la 1/200 millième. Mettez pas 12 litres d'anesthésie. Et après, clairement, j'en ai quand même fait beaucoup. Il y a pas de diff. Et après, il y a des études de Kirinen sur le LPRF qui montrent qu'il y a même un opposite effect à 15 jours. Donc, je pense qu'il faut se méfier suivant qui fait les études. Bizarrement, on n'a pas les mêmes résultats. Et il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Du coup, je ne suis pas toujours à l'aise avec les conflits d'intérêts. Merci Carole. Je crois que tu as une dernière question, Alexandre. Ce qui ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut dire que je m'autorise le droit de me tromper. Et peut-être que dans 5 ans, je ferai du LPRF et que j'en mangerai sur des tartines. Je suis contre rien. Je suis contre l'ischémie. Je répète ma phrase qui, des fois, est mal comprise.
Je suis contre l'ischémie. Après, je suis pour le sang. Voilà, on n'est pas d'ambiguïté. Merci. Donc, on a une toute dernière question, c'est pour Redouane. Tu compares le minéraux X et les blocs XP en durée de résorption. Est-ce que le collagène des blocs XP augmente la durée de résorption? Pardon, j'ai pas entendu très bien la question, Alexandre. Alors, je répète la question. Tu compares le minéraux X et les blocs XP en durée de résorption. Est-ce que les blocs XP augmentent la durée de résorption? Alors non. Alors en termes je dirais de matière, n'augmente pas la durée de résorption. Par contre, ce que je voulais comparer, c'est le temps de cicatrisation. C'est combien de temps on a besoin pour avoir une intégration complète d'un bloc XP contre le temps d'intégration de granules X. Et là, on est en train de comparer peers and apples, comme on dit. Et donc, généralement, c'est à cause de la taille du défaut, de la forme du bloc, ce qui va nécessiter un temps de résorption et un temps d'intégration plus élevé, et non pas la matière en soi. Merci, Redouane. Le collagène ne fait qu'accélérer la physiologie, c'est une certitude, oui. Et les particules seront toujours plus favorables au bloc, whatever. Mais le bloc XP, il n'est pas supplémenté en collagène. C'est pour ça que ça prête un peu à confusion, parce que les gens, ils s'associent les blocs au collagène. Et donc, pour eux, ça doit être forcément plus remodelable. Le XP ne contient pas de collagène. Et c'est pour ça, quand on compare un bloc XP avec des granules X, comme Carole l'a dit, c'est vrai que le collagène va accélérer le phénomène d'intégration. Mais vu que ce n'est pas du collagène supplemented, on a cette différence-là entre granules et blocs. Et pour compléter ce que tu as dit justement, et on réfléchit tous volume et dimension, et on veut préserver les volumes parce que pour nous c'est le goal number one et c'est la bêtise number one en fait. Parce que ce que tu as montré dans tes tableaux qui était magnifique, c'est que quand on mettait ces biomatériaux qui étaient très human-like, celui que tu avais qui était beaucoup plus human-like, tu as une quantité d'os néoformés qui est sans comparaison. Il faut comprendre que c'est l'activité cellulaire et l'os néoformé qui va intégrer les implants. D'accord? C'est pas des phases amorphes, c'est pas de la moelle graisseuse et du coup il n'y a pas de lipo-intégration des implants. Et du coup, moi je préfère largement avoir du remodelage, avoir quelque chose de vivant et de l'os, que avoir un volume qui reste, sauf quand tu fais ça en maintien de volume sous un bridge. Mais on parle rarement d'AROG sous les bridges. Donc je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que la biologie, c'est des biomatériaux qui s'intègrent et que le corps cicatrise correctement autour. C'est ce qui fait que je suis fan de l'Anovo en vrai, Matrix. Je vous dis, je retrouve ce que j'avais dans l'alloderme où j'ai montré les réouvertures et où là, il n'y a pas de changement de taille. Vous voyez que l'alloderme est résorbable, mais ne change pas de taille. Le surgimane pourrait être moins résorbable et il jouerait là-dessus, mais en fait, il est plus résorbé parce qu'il est moins bien toléré physiologiquement. Et donc là, on a une des clés de ce qui se passe, comme les patients qui vont résorber parce qu'ils ont une parathormone très élevée, etc. Je vous ai dit, je ne peux pas caricaturer l'approche biologique en 3 minutes, mais il faut vraiment comprendre que dire ça se résorbe parce que c'est résorbable et ça se résorbe pas parce que c'est pas résorbable, c'est la plus grosse des conneries de la planète. Il ne faut pas caricaturer ça parce que c'est une hérésie scientifique et médicale et ça concourt à avoir des volumes de fibrose, de biomatériaux non résorbables avec des aspects terribles qui font des périimplantites de dingue parce que le bon to implant contact à l'arrivée avec ces régénérations-là sont moins bons. Du coup, si on pousse le raisonnement après, il va aussi falloir parler du bone to implant contact après une AROG suivant le type de biomatériau. Et pas que du succès d'un implant. C'est pas ça marche ou ça marche pas. C'est quelle est la qualité d'intégration derrière. Et là, elle est très différente quand on a quelque chose de très biologique ou pas. Sorry. Non, pas sorry, au contraire, c'est très passionnant en tous les cas. Je tenais vraiment à vous remercier tous les deux, Redouane, Mahou et Carole Lecomte. Je vous invite tous à poursuivre les aventures de Biohorizon Chemlog avec la Novomatrix et l'ensemble des gains de biomatériaux.